Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Gabrielle O'Reilly-Patry et je suis membre du Barreau de Montréal et du comité des rendez-vous Visée droit. En débutant, permettez-moi de remercier les bibliothèques de Montréal et particulièrement celles de l'Île Bizarre, Robert Bourassa, l'Octogone et Parc Extension qui ont collaboré à la mise en place et à la diffusion de cette conférence. Vous pouvez retrouver la programmation de nos futures conférences sur le site visédroit.com. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions à la toute fin de la conférence. Donc, tout au long de la conférence, vous êtes invité à inscrire vos questions dans la section questions-réponses en bas de votre écran et Maître Stéphana Chianetta se fera un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière du jour. Maître Stefania Chianetta est avocate depuis 1998 et se consacre au droit de la copropriété divise et indivise depuis 2004. Elle a fondé et dirige le cabinet Chianetta Avocat où elle conseille et représente des syndicats, associations et copropriétaires. Arbitre et médiatrice accréditée par le Barreau du Québec, l'Université de Sherbrooke et l'IMAC, elle œuvre activement en résolution des différends. Très engagée en matière d'accès à la justice, elle a présidé la première table sectorielle copropriété de l'IMAC de 2020 à 2022. Elle est également instigatrice et la présidente du Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété, premier centre spécialisé du genre au Québec, reconnu pour son innovation et son apport à l'accès à la justice. Elle collabore régulièrement avec les principaux organismes du milieu de la copropriété, tant au Québec qu'à l'international. Soyez la bienvenue, Maître Chianetta. La parole est à vous. Merci beaucoup, Maître Aurélie-Patry. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence. Je vais vous partager mon écran. Ça sera pas long, les joies de la technologie. Bon, nous y sommes. Est-ce que vous voyez bien? Tout à fait, c'est beau pour moi, Maître Fait. Chianetta. Alors, la présentation d'aujourd'hui, évidemment, porte le titre Ce que tout acheteur de condo devrait savoir. C'est sûr que c'est pas une formation complète. Une formation là-dessus dure environ 12 heures, mais on va couvrir les grands sujets, en fait, les grandes lignes de ce qui m'apparaît important de savoir avant d'acheter une copropriété ou dans une copropriété. Donc, des conseils essentiels pour que vous soyez ultimement content de votre achat et heureux dans votre condo et dans l'immeuble que vous aurez choisi. Donc, c'est de comprendre la copropriété et ses composants. La formation, la présentation, en fait, je vous ai fait un plan. Bon, donc comprendre la copropriété, ses composantes. Nous allons parler du rôle et du fonctionnement d'un syndicat de copropriété. Quels sont ces organes qui décident quoi? Quels sont les droits, les obligations, les responsabilités que j'ai comme copropriétaire quand je décide d'acheter dans une copropriété? Parmi ces obligations-là, évidemment, il y a le paiement des charges communes et des dépenses liées à la copropriété, mais au-delà de ça, c'est quoi des charges communes, puis c'est quoi les dépenses, en fait, qui font partie des charges communes? Je vais vous parler des documents essentiels à consulter avant l'achat. Quand j'ai des clients qui m'appellent de manière préventive et qui me disent, écoute, je tombe en amour avec une copropriété, qu'est-ce que j'ai besoin de regarder, qu'est-ce que je dois t'envoyer comme document pour que tu puisses les analyser. Donc, on va s'en parler. Parmi ces documents-là, vous allez voir, on va parler des états financiers et des documents là, de nature financière pour avoir une idée, une évaluation de la santé financière de la copropriété
la question des assurances, la question des poursuites, etc. Euh, je vais vous donner quelques mots sur les condos neufs parce que deux, trois documents à regarder en plus. La présentation d'aujourd'hui porte sur la copropriété divise, mais je vais vous donner quelques caractéristiques des copropriétés indivises, puis c'est vraiment un survol parce que c'est tout un autre régime. Et puis à la fin, bien évidemment, là, la prévention, une consultation préventive avec un notaire ou un avocat spécialisé en copropriété est de mise avant d'acheter. Et on conclura là-dessus. Donc, si vous saviez le nombre de fois que j'entends un client me dire, ben écoute, ça a été un coup de foudre. Tout qui était, j'ai adoré, c'est beau, il y a le gym, il y a la piscine sur le toit, il y a le salon pour le whisky, il y a un cellier. J'ai pas pensé deux fois, j'ai signé ma promesse. Et là, une fois le coup de foudre passé, ben, on se rend compte que qu'est-ce que je fais avec mon Golden Retriever? J'ai pas regardé dans ma déclaration de copropriété, mais les animaux sont interdits et j'ai signé mon offre. Donc, souvent, ce que je me plais à dire, mais c'est pas si plaisant en fait, c'est qu'on accorde plus de temps à acheter des biens de consommation, par exemple une voiture, que à acheter un condo. On y va vraiment, c'est très émotif, on se sent bien dans l'immeuble, on se plaît avec les services qu'on nous offre et on n'y réfléchit pas plus longtemps qu'il faut. Donc, on va voir que faut tempérer nos coups de foudre ou à tout le moins prendre certaines précautions. Définition et popularité du condo au Québec. Ben, c'est quoi un condo? Un condo, c'est un mode de propriété individuelle. Donc, j'ai mon unité dans un immeuble collectif, c'est-à-dire que je vais partager des espaces et des services avec tous les autres copropriétaires. Ces espaces-là s'appellent des parties communes. Mon unité, c'est la partie privative. Donc, en tant que copropriétaire, je suis propriétaire seul ou avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, bon, peu importe, de l'unité. Mais je suis propriétaire des parties communes avec tous les autres copropriétaires à raison d'un pourcentage qu'on va appeler part ou valeur relative. Et ce chiffre-là, ce pourcentage-là, on va le voir tantôt, va être prévu dans la déclaration de copropriété. Donc, mon unité peut valoir, par exemple, 4 de l'immeuble. Donc, mon pourcentage de propriété dans les parties communes de la copropriété sera de 4. Pourquoi les condos sont populaires? Bien évidemment, pour leur accessibilité, leur emplacement, souvent en milieu urbain, pour la multitude de services qu'ils offrent, puis que je pourrais pas me payer si je voulais m'acheter une maison. Dans le contexte économique actuel, bien évidemment, c'est aussi un mode d'accès à la propriété. Quand on pense à nos jeunes, à nos enfants qui atteignent l'âge adulte, c'est presque impossible en ce moment-là d'acquérir une maison individuelle. Donc, souvent, la copropriété va être l'entrée sur le marché immobilier, le marché de la propriété. Distinction entre parties privatives et les parties communes. Comme je vous disais tantôt, chaque copropriétaire est propriétaire individuellement de son unité et les propriétaires collectivement des parties communes. Quand j'achète un condo, j'achète ce qu'on appelle une fraction de copropriété. C'est ça le terme que vous allez retrouver au Code civil du Québec. Pourquoi on appelle ça une fraction de copropriété? Parce que, outre la partie privative, l'unité que vous achetez également généralement certains droits d'usage dans les parties communes et une quote-part de celle-ci, comme je disais, un pourcentage des parties communes. Les droits d'usage dans les parties communes, ça peut être, par exemple, les droits d'usage dans des espaces de stationnement, dans des casiers de rangement. Ça peut être droits d'usage d'autres parties communes qui peuvent exister. Là, puis je vous parlerai tantôt des droits d'usage sur les fenêtres et tout ça qui vont de soi, mais vous pourriez avoir une attribution de droits d'usage dans les parties communes intérieures ou extérieures, tels les stationnements. Les espaces partagés, les parties communes générales, puis qui seront jamais
à usage restreint, bien évidemment, c'est l'entrée de l'immeuble, les corridors, les ascenseurs, le terrain, les aménagements communs, la piscine, la salle d'entraînement, les espaces sur le toit. Ce ne sont que des exemples. Évidemment, une copropriété, ça peut être une tour, ça peut être plusieurs maisons jumelées, ça peut être des maisons en rangée. Il y a toutes sortes de formes de copropriété. Il y a même des copropriétés où le rez-de-chaussée est commercial. Donc, vous avez des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Dans ces copropriétés-là, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va réserver l'ascenseur, les corridors, et une partie de l'entrée, si c'est possible de la séparer, on va les réserver à l'usage des copropriétaires euh, de parties privatives habitation. Donc, les copropriétaires habitation auront seul droit d'utiliser ce corridor-là, les ascenseurs, etc. Et le commerce, là, les commerces, eux, vont avoir leur partie commune à usage restreint, c'est-à-dire qu'ils auront leur propre entrée ou si l'entrée est commune, vont la partager avec les résidentiels, mais n'auront pas le droit d'utiliser l'ascenseur parce que l'ascenseur se rend aux unités d'habitation aux étages supérieurs. Donc ça peut être quelque chose qui existe, mais on va voir, c'est dans la déclaration de copropriété que tout ça est prévu. Quand vous achetez une fraction de copropriété, votre fraction porte un numéro de lot du cadastre du Québec. Donc, chaque partie privative porte un numéro de lot unique, tandis que les parties communes portent un seul numéro de lot commun. Anciennement, on avait les parties communes extérieures et les parties communes intérieures et chacune d'elles, les extérieures portaient un numéro, les intérieures portaient un numéro. Donc, ça aussi, ça peut arriver. Mais sinon, les parties communes ont un seul numéro de lot, tandis que votre partie privative habitation, avec les droits qui l'accompagnent, porte un numéro de lot. C'est quand on dit mon lot est cadastré, c'est que c'est votre partie privative. Donc, comme je vous disais tantôt, la copropriété implique le partage d'espace, de services entre tous les copropriétaires, puis évidemment de composantes ou d'équipements, là, quand on pense aux équipements mécaniques sur la toiture, etc. Le rôle et le fonctionnement du syndicat de copropriété, ben, la mission et l'objet du syndicat, c'est quoi? C'est de conserver et d'entretenir l'immeuble pour en assurer sa pérennité. Le syndicat, par le conseil d'administration élu, administre et entretient les parties communes. Il voit la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété et il voit aux opérations d'intérêt commun. Le syndicat, agissant toujours par son conseil d'administration élu, doit veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble soient effectués. On va voir tantôt comment s'exerce ce devoir-là, notamment par l'étude du fonds de prévoyance, par le carnet d'entretien. Donc, travaux nécessaires, ça peut inclure des travaux de réparation, ça peut être des travaux de remplacement, ça peut être de l'entretien, ça peut être des travaux aussi de mise à niveau. Par exemple, on pense aux foyers qui, bien souvent, sont là depuis des dizaines d'années et le syndicat, suite à des décisions de la ville, reçoit un avis où on lui dit, ben, tes cheminées ne sont plus conformes et donc il faut refaire toutes les cheminées, là, les sceller pour fermer, pour qu'elles soient dans des conduites indépendantes. Ça, c'est des travaux de mise aux normes en vertu des lois et de la réglementation qui s'appliquent à la construction. Le syndicat administre et entretient les parties communes et les équipements communs pour le bénéfice des copropriétaires. Évidemment, il va percevoir les charges communes, il va acquitter les dépenses, il va payer les fournisseurs, les prestataires de services, va gérer les différents fonds du syndicat, le fonds d'opération courante, le fonds de prévoyance et le fonds d'auto-assurance sur lesquels on se penchera tantôt. Le syndicat doit veiller au respect de la déclaration de copropriété, incluant son règlement d'immeuble et au respect de la loi par tous les copropriétaires et les occupants de l'immeuble. En cas de défaut, lorsqu'il s'aperçoit qu'un copropriétaire ou un occupant ne respecte pas certaines dispositions prévues, ben, il doit prendre évidemment les mesures qui s'imposent, notamment si la déclaration prévoit l'imposition de clauses pénales, les pénalités,
Ça peut être des recours judiciaires. Des fois, si on a besoin d'obtenir une ordonnance pour faire cesser un comportement ou pour faire exécuter une obligation qui est prévue à la déclaration de copropriété et à laquelle le copropriétaire refuse de suivre. Les organes décisionnels dans une copropriété, il y en a deux. Il y a le conseil d'administration et il y a l'assemblée des copropriétaires. Chacun de ces deux organes-là possède des compétences, des attributions spécifiques, des obligations et des devoirs. Ces compétences, ces attributions, ces devoirs-là sont tous prévus à la déclaration de copropriété. Donc, l'Assemblée a certaines compétences et le Conseil en a certaines aussi. Tout ce qui relève pas de l'Assemblée, mais qui n'est pas prévu au niveau des compétences du Conseil, relève quand même de la compétence résiduelle du Conseil d'administration. Donc, je vais vous le dire tout à l'heure, mais je vous le dis tout de suite en partant. La déclaration de copropriété, c'est le document, c'est la Bible, c'est vraiment le document qui prévoit tout dans de la vie de la copropriété. Et les déclarations ne sont pas toutes les mêmes, donc il ne faut pas se dire, ah ben écoute, le voisin, l'immeuble voisin est à peu près comme le nôtre, ou la copie conforme, je vais me fier à ce que le voisin me dit, parce que lui, il a lu la déclaration de copropriété. Non. Chaque déclaration, chaque immeuble a ses particularités, ses spécificités. Donc, référez-vous toujours à la déclaration de copropriété qui régit votre immeuble, votre syndicat. Donc, le conseil d'administration possède des compétences spécifiques, des attributions, obligations et devoirs qui sont définis dans la partie acte constitutif de la déclaration de copropriété. Tantôt, on va voir quelles sont les parties des déclarations de copropriété. Il y en a trois, donc les compétences sont dans l'acte constitutif. Par contre, le mode de fonctionnement, les conditions de la charge d'administrateur sont prévues dans la partie qui s'appelle règlement de l'immeuble. L'Assemblée générale, quant à elle, la même chose, ses responsabilités, ses compétences, ses devoirs sont prévus dans l'acte constitutif, dans la partie acte constitutif. Et le déroulement des assemblées, comment on convoque, les délais de convocation, le quorum, etc., tout ça, c'est prévu dans la partie règlement de l'immeuble. Prenez note que l'Assemblée générale annuelle des copropriétaires a lieu une fois par année, mais qu'au besoin, le Conseil peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire si l'Assemblée des copropriétaires doit se prononcer sur certains points précis en cours d'année. Et prenez note aussi que c'est lors de l'Assemblée générale annuelle que le Conseil d'administration est élu. Évidemment, si l'Assemblée annuelle doit être reportée en raison d'une absence de quorum, ben, le conseil en place, même si ça fait plus qu'un an, va continuer son mandat jusqu'à la tenue de l'Assemblée annuelle. Les droits, les obligations et les responsabilités du copropriétaire. Quand j'achète un condo, c'est quoi mes droits et c'est quoi mes obligations aussi? Évidemment, la première chose quand j'achète une copropriété, c'est de respecter la déclaration de copropriété et les règlements qui sont adoptés par l'Assemblée des copropriétaires ou certains règlements qui sont adoptés par le Conseil qu'on appelle des règlements de gestion. Donc, le respect des règles de la copropriété garantit évidemment une vie harmonieuse et évite les conflits entre copropriétaires, entre voisins. Ça assure le maintien de la valeur de notre actif et donc de notre unité. L'application des règlements, la déclaration de copropriété et les règlements, la complète, définissent les droits et les devoirs des copropriétaires afin d'assurer un bon fonctionnement collectif. Donc, vous le disiez il y a quelques minutes, la déclaration de copropriété, c'est trois parties. C'est vraiment le document essentiel auquel il faut se référer avant tout autre document. Sachez que, à moins des dispositions d'ordre public, ce qui est prévu à la déclaration de copropriété va primer sur les dispositions du Code civil. Donc, sauf les dispositions d'ordre public. D'où l'importance qu'on se fie vraiment, qu'on lise la déclaration. Puis je sais, c'est un document qui n'est pas super intéressant, qui est souvent très épais et rédigé dans un langage juridique, là, mais très important d'aller voir, ben, c'est quoi qui est prévu, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire.
parce que ces règles-là sont établies pour assurer votre qualité de vie et celle de vos voisins. Évidemment, on essaie d'éviter les litiges en copropriété, les différends. On essaie de promouvoir un milieu de vie qui est agréable, un endroit où il fait bon vivre, des relations harmonieuses, un environnement où je peux jouir de mon unité, mais également des parties communes de façon paisible et respectueuse. Je veux assurer un cadre de vie confortable et propre qui améliore le bien-être pour tous au quotidien. Et pour ça, bien évidemment, il faut se conformer à la déclaration de copropriété. Il faut utiliser les parties communes, les parties privatives de la façon que c'est prévu, conformément. Puis, l'usage prévu et conforme des espaces et des équipements va garantir la durabilité, la sécurité du bâtiment, va éviter une aggravation des conditions qui va rendre des travaux nécessaires à plus court terme. Les obligations légales individuelles, donc on en a parlé, chaque copropriétaire doit respecter les lois et les règlements applicables liés à la copropriété, à son usage, donc déclaration de copropriété en premier lieu, les dispositions du Code civil du Québec, le règlement d'immeuble, il y a la réglementation municipale et provinciale qui va s'appliquer bien souvent, il y a des normes et des règles de l'art en matière de construction. Lorsqu'on arrive, par exemple, dans des copropriétés de type hôtelier ou chalet sur le bord d'un lac, bien évidemment, la réglementation municipale et provinciale applicable va être beaucoup plus contraignante, notamment pour toute la question de la protection des rivages, de l'eau, etc. Il y a des distances à respecter, il y a toutes les distances avec les puits artésiens, les fours septiques. Donc, il y a de la réglementation en plus qui va venir s'ajouter. Évidemment, si on est en plein cœur de Montréal, ce n'est pas le cas. Ça serait un autre type de réglementation, par exemple, les réglementations sur le bruit, quand est-ce qu'on fait des travaux, euh, les réglementations sur les déchets, etc. Donc, dépendamment où est situé l'immeuble, des réglementations particulières peuvent s'appliquer. L'acte constitutif de la déclaration de copropriété, qui est la première partie de la déclaration, va contenir ce qu'on appelle une définition de la destination de l'immeuble. La destination de l'immeuble, là, il y a eu un grand débat sur le sujet. En fait, ce que c'est l'affectation de l'immeuble. C'est pourquoi les copropriétaires ont choisi d'acheter cet immeuble-là plutôt qu'un autre. Est-ce que c'est en raison de la qualité d'insonorisation? Est-ce que c'est en raison de la qualité de la construction? Donc, il y a toutes sortes de critères qui peuvent entrer en ligne de jeu, mais c'est pas uniquement de dire, ben, c'est résidentiel ou c'est commercial ou c'est hôtelier. C'est plus large que ça. Donc, la destination, c'est vraiment une question objective et un peu subjective quelque part parce que ça tient en compte les critères que les copropriétaires, en fait, que les acheteurs ont tenus en compte avant de décider d'acheter. Donc, il est impératif, évidemment, de respecter la destination de l'immeuble, incluant son usage et ses restrictions. Par exemple, beaucoup de copropriétés, de plus en plus, c'est des copropriétés non fumeurs. Ça fait partie de la destination. Les gens achètent en considération qu'ils savent qu'il n'y aura personne qui va fumer puis qu'ils ne seront pas dérangés par la fumée secondaire. L'harmonie architecturale fait partie aussi des fois de la destination de l'immeuble. Alors, j'achète dans un complexe immobilier où les quatre immeubles sont totalement pareils et où on ne pourra pas décider qu'un des immeubles va remplacer sa brique par la brique rouge alors que la brique de tous les autres, elle est beige. Donc, il y a vraiment une uniformité architecturale, une harmonie qui fait partie de la destination de l'immeuble. Le respect des conditions et des restrictions liées à la jouissance et à l'utilisation des unités, qui va se retrouver dans la partie règlement de l'immeuble, est essentiel pour assurer la jouissance paisible de l'immeuble pour vous-même, mais aussi pour ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires. Lorsqu'on achète une copropriété, une unité dans une copropriété, ben, on n'achète pas une maison unifamiliale, effectivement, et on doit tenir compte du droit des autres. Donc, il y a des limites et des restrictions à l'usage et à la jouissance que je peux faire de ma propre unité. Alors oui, je suis propriétaire, puis des fois,
J'ai des clients qui me disent, mais attends une minute, là, c'est parce que j'ai payé 1,5 million pour mon unité, je vais toujours bien faire ce que je veux. Oui, mais les droits individuels en copropriété, ben, s'arrêtent là où les droits collectifs commencent. Donc, c'est important de se rappeler de ça quand on a notre coup de foudre. Est-ce que je suis capable de vivre dans un environnement où ben, nécessairement mes droits individuels vont avoir des limites? Restrictions pour les copropriétaires, donc même pour les parties privatives, votre unité, il y a des règles à respecter en copropriété pour le bien-être collectif. Par exemple, interdiction d'avoir des barbecues, interdiction d'avoir des animaux, des durées minimales de location, des interdictions d'entreposage, notamment sur les balcons, mais également ailleurs, l'usage du balcon, interdiction de fumer ou de vapoter, même dans votre partie privative, ben c'est souvent interdit pour préserver la tranquillité, la jouissance paisible de l'immeuble. Encore là, toutes les copropriétés ne sont pas pareilles, puis il faut vraiment regarder la déclaration de copropriété qui est applicable à votre unité pour voir qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Les limites et restrictions, on parle également de limites et restrictions au niveau de l'exécution des travaux. Donc, tout le bruit qu'on peut générer dans une unité, les travaux qu'on peut faire dans une unité sont vraiment strictement encadrés, voire limités pour garantir la qualité de vie. La même chose au niveau des odeurs. Tout ce qu'on peut dégager comme odeur, que ce soit par la cuisine ou par la consommation de substances, de cigarettes, ben, vont être réglementés et encadrés dans la déclaration de copropriété. Quand vous vivez dans une copropriété, vous avez le droit de faire certains travaux dans votre unité sans requérir l'autorisation du syndicat, mais c'est vraiment des travaux mineurs. Donc, par exemple, je peux refaire ma peinture, je peux remplacer mes cabinets de cuisine, mes cabinets de salle de bain, changer mon comptoir. Bon, ça, vous n'avez pas besoin habituellement, puis je dis habituellement, encore une fois, analysez votre déclaration de copropriété au cas où que ce soit pas le cas, mais généralement, ce sont des travaux que vous pouvez réaliser sans autorisation préalable, sous réserve évidemment du règlement sur les heures pendant lesquelles je peux faire des travaux, les jours pendant lesquels je peux faire des travaux et également la réglementation qui s'applique à par où je passe mes matériaux. Souvent, on va interdire que ça passe par la porte d'entrée principale, il y a une porte en arrière, l'utilisation de l'ascenseur, il y a certaines conditions lorsqu'il s'agit de matériaux de travaux donc, il faut regarder la réglementation qui s'applique. Quand je veux aller au-delà de ces travaux mineurs, donc je veux faire, je veux pas juste remplacer mes cabinets de salle de bain, mais je veux changer la baignoire de place, la douche de place, en profiter pour refaire un peu ma cuisine, ma plomberie, mon électricité. Donc, tous les travaux qui touchent ou qui sont susceptibles d'affecter la structure de l'immeuble, l'insonorisation de l'immeuble, la plomberie, l'électricité, entre autres, ben, vont nécessiter l'autorisation du syndicat. Et là, il va falloir regarder, est-ce que c'est celle du conseil uniquement, conseil d'administration uniquement, ou c'est celle de l'Assemblée. Donc, c'est vraiment la déclaration qui va vous dire lequel des deux organes décisionnels du syndicat est compétent. On parle aussi quand on veut changer des recouvrements de plancher. La plupart des déclarations de copropriété contiennent des dispositions sur la qualité et le niveau d'insonorisation. Donc, il y a des restrictions ou en tout cas des exigences sur le type de plancher, sous-plancher, etc., qui doit être prévu et qui doit être installé et également tout un processus d'autorisation des matériaux qu'on projette ou du recouvrement aussi qu'on projette d'installer si on veut changer celui existant. L'objectif de tout ça, ben, c'est que ça assure la sécurité, l'uniformité, le respect de la destination de l'immeuble. Ça vise aussi, évidemment, à ne pas causer de dommages à l'immeuble ni aux autres copropriétaires, notamment quand on touche à de la structure, quand on touche à l'insonorisation, la plomberie ou l'électricité. Il m'est arrivé des dossiers où des copropriétaires achètent une unité dans un immeuble relativement âgés, des fois centenaires, avec des gros projets de rénovation pour rendre le tout vraiment attrayant. Et là, c'est le projet au complet. Là. On déplace les murs, on solidifie les planchers, etc. Ben,
avant de vous lancer dans des dépenses folles, faites autoriser vos travaux par le syndicat de copropriété. Et lorsqu'on parle de déplacer des murs ou de mettre des poids importants sur les planchers, ça va de soi que le syndicat de copropriété va faire appel à un ingénieur en structure, fort probablement, pour obtenir ses recommandations, pour obtenir son avis. Donc, prévoyez que vous ne commencerez pas vos travaux 2 semaines après. Le syndicat a le devoir de s'assurer que l'autorisation qu'il va ultimement vous donner ou pas est justifiée. Donc, prévoyez-vous d'avance, puis si vous avez des travaux importants à réaliser, des travaux autres que mineurs, faites préparer un devis par un professionnel, faites préparer des plans. Alors, tout ce qui peut contribuer à vous aider à donner une autorisation plus rapidement et plus facilement. Vous avez, en tant que propriétaire d'une unité, des obligations d'entretien, de réparation de votre partie privative. Pourquoi? Ben, parce que c'est important d'entretenir régulièrement votre unité pour préserver la valeur globale, non seulement de votre unité, mais également de l'immeuble. Les entretiens réguliers, les réparations mineures de votre partie privative et des composantes privatives sont effectués par vous-même en tant que copropriétaire à vos frais. Et là, je voudrais évidemment que vous pensiez entretien préventif. Des fois, on achète un condo et puis les années passent, on l'entretenait la première année, bon, tout ça, c'est sous garantie, deuxième année, tout ça, mais les années passent, puis on se laisse un petit peu aller. C'est important de faire vos entretiens préventifs. Une fois par année, faites le tour de l'unité avec un plombier, par exemple, pour faire vérifier tous vos tuyaux, les speedways, les bols de toilette, ça coule-tu, ça coule pas, juste pour vous assurer qu'il n'arrivera pas de sinistre parce que malheureusement, les sinistres en copropriété, surtout les sinistres causés par de l'eau, sont fréquents. Alors, de plus en plus, on met l'accent sur l'entretien préventif, non seulement pour les parties communes, mais également les parties privatives. Et certains syndicats ont même commencé à mettre sur pied, puis quoi que le syndicat n'ait pas de responsabilité à l'égard de votre partie privative, puis c'est pas lui qui s'en charge, pour le bien-être collectif, comme opération d'intérêt commun, plusieurs syndicats ont décidé de mettre sur pied des plans d'entretien préventif des unités. Donc, ce qu'ils vont offrir aux copropriétaires, c'est d'embaucher, par exemple, un plombier qui va faire le tour de chaque unité, qui va faire le tour de tous les équipements, salle de bain, cuisine, laveuse, sécheuse, etc., les tuyaux, les canalisations, les conduits, pour s'assurer que tout est correct, ou pour dire, Madame, Monsieur, tel tuyau doit être remplacé, telle composante devrait être réparée, et là, ça sera à vos frais. Euh, donc, quand vous faites cette inspection-là, que ce soit par vous-même ou par l'entremise d'un programme qui serait mis sur pied volontairement par le syndicat, ben, vous devez faire effectuer les réparations nécessaires dans votre unité et à vos composantes privatives. C'est à vos frais, évidemment. Ça évite que les dommages plus importants soient causés. Ça contribue à conserver l'immeuble. En copropriété, les travaux sont pas faits par votre beau-frère, sont pas faits par vous-même, sont pas faits par Joe Blow qui travaille en dessous de la table. C'est des réparations qui doivent être effectuées par des entrepreneurs compétents qui possèdent des permis, des licences et des assurances requises. Donc, c'est des entrepreneurs enregistrés auprès de la Régie du bâtiment du Québec avec une licence en vigueur et autorisés à faire les travaux pour lesquels vous les mandatez. Et pour ça, c'est facile. Vous allez sur le site de la Régie du bâtiment du Québec, vous rentrez le nom de l'entrepreneur, bon, son numéro de permis si vous l'avez, et vous avez toutes les catégories de travaux que cet entrepreneur-là est autorisé à faire. Donc, si vous voulez faire des travaux de plomberie, puis l'entrepreneur que vous mandatez n'a pas ça du tout comme autorisation, ben c'est pas la bonne personne. Ça va prendre quelqu'un qui est autorisé par la CMMPQ. Réparation, donc je vous le disais tantôt, c'est à vos frais du copropriétaire. Donc, c'est important, la conservation proactive de chacune des unités garantit la durabilité et le bon état du bâti à long terme. Je veux juste vous dire également à cet effet-là que vous devez faire l'entretien et les réparations de la partie privative.
Les déclarations de copropriété, généralement, prévoient que si vous ne le faites pas, le syndicat, lorsque c'est quand même important, peut les faire à votre place et à ce moment-là, va vous réclamer ce qu'il aura dû payer pour faire les travaux, plus des pourcentages additionnels, des pénalités. Regardez votre déclaration de copropriété parce que c'est pas juste de se dire, ben, je le ferai pas, puis ça reste là. Le syndicat peut le faire et ça peut vous coûter autrement plus tard. Une des obligations comme copropriétaire, comme acheteur, bien évidemment, c'est de contribuer aux charges communes et au respect des décisions des organes décisionnels. Donc, je vous disais tantôt, conseil d'administration et assemblée des copropriétaires. Ça semble aller de soi ce que je vais vous dire, mais malheureusement, ben, ça m'est arrivé de l'entendre à une couple de reprises. La contribution aux charges communes à un syndicat de copropriété n'est pas incluse dans votre paiement hypothécaire. C'est deux choses totalement différentes. Alors, j'ai eu des copropriétaires qui ont acheté et qui me disaient, ben, je comprends pas, on me demande l'argent, mais je paye déjà. Ce que vous payez à votre banque, c'est votre financement hypothécaire, c'est votre hypothèque. La contribution aux charges communes du syndicat n'a rien à voir avec ça, puis votre banque ne perçoit rien de ça. Donc, les copropriétaires doivent participer financièrement aux charges communes, au fonds de prévoyance et au fonds d'auto-assurance que va mettre sur pied le syndicat. Et ça, pour assurer évidemment le bon fonctionnement collectif, s'assurer que le syndicat, n'oubliez pas qu'il agit par son conseil d'administration, ait en main les moyens nécessaires financiers là, pour remplir ses obligations à terme, pour payer ses factures lorsqu'elles sont dues, afin que l'objet du syndicat soit rencontré. Si le conseil d'administration n'a pas les fonds nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, bien évidemment, le syndicat va mettre à risque sa responsabilité civile, puis il est susceptible de faire l'objet de poursuites civiles. Donc, il est essentiel aussi pour tout copropriétaire et tout résident de l'immeuble de respecter les décisions du conseil d'administration et de l'Assemblée des copropriétaires dans un but de cohésion de la collectivité, du bon fonctionnement du syndicat et pour une gestion harmonieuse de l'immeuble. Et puis finalement, ben, côté peut-être plus social, je vous dirais, quand on achète une copropriété, je dis souvent, on n'est pas à l'hôtel. C'est pas, je sais que c'est intéressant. Plusieurs en font l'acquisition pour ces raisons-là, de se dire, ben, j'aurais pu à m'occuper de rien, d'entretien extérieur, je fais plus le gazon, je nettoie plus la piscine, tout est à ma disposition, à mon service. Oui, mais il y a quand même une participation et une implication dans la vie de copropriété. Ça commence évidemment parce qu'on vient de parler, c'est-à-dire que je respecte la déclaration, les lois, etc. Je respecte les obligations et les devoirs qui sont prévus dans la déclaration de copropriété, dans le règlement d'immeuble et les règlements adoptés par la suite, mais aussi que je m'implique personnellement. Donc, quand je suis convoquée à une assemblée, ben, je m'implique activement. Je participe à l'assemblée, je prends la parole pour soit donner des idées, proposer des choses, donner mon point de vue sur les propositions et voter après ça sur les propositions qui sont présentées. Ça peut être aussi de s'impliquer en présentant sa candidature pour être administrateur. Bien que c'est une charge importante, c'est une charge qui n'est pas toujours facile, mais c'est quand même une charge qui est ultimement très gratifiante. On apprend beaucoup. Euh, alors, c'est une belle expérience, je pense, à tenter. Conformité aux règles établies, bon, on l'a dit tantôt, il est important de se conformer aux décisions et aux limites fixées par les organes décisionnels compétents pour garantir le bon fonctionnement. Une copropriété, c'est une petite société. C'est un microcosme. Alors, on vit dans une copropriété qui est une démocratie, c'est-à-dire que 50% des voix, parce qu'on parle de droit de vote, ben 50.01, en fait, va décider des règles de la copropriété. Il faut que je puisse être capable de vivre avec ça. Alors, si je suis quelqu'un qui doit absolument décider tout dans une copropriété, ben peut-être que c'est un mode d'habitation qui me convient moins.
parce que les décisions de l'Assemblée vont pas toujours dans le sens que j'aurais voulu. Donc, je l'ai dit tantôt, vos droits individuels vont s'arrêter là où les droits de la collectivité commencent. Charges communes et les dépenses liées à la copropriété, c'est quoi les charges communes? Donc, les charges communes, on appelle ça habituellement les frais de condo. Donc, la nature et le montant des frais de condo. Les frais de condo, c'est quoi? C'est composé des dépenses d'entretien, de réparation et de remplacement des parties communes, incluant les parties communes à usage restreint. Euh, Sauf exception, puis je vous en parlerai, des équipements et des composantes communes. Les charges communes vont aussi inclure les frais d'exploitation de l'immeuble, les coûts d'assurance, par exemple, les coûts pour les honoraires professionnels de l'avocat, du comptable, les honoraires de gestion, c'est un gestionnaire, les frais d'administration bancaire, du registre des entreprises, etc. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les charges communes. Donc, ça couvre l'entretien régulier et les travaux de réparation nécessaires pour maintenir les parties communes en bon état et fonctionnelles et aux normes. Leur paiement des charges communes inclut aussi les charges pour la réparation et le remplacement des équipements communs usés ou défectueux afin de garantir leur sécurité et leur durabilité. Les charges pour les réparations majeures et le remplacement des parties communes ou composantes communes va être investi dans ce qu'on appelle le fonds de prévoyance. Et donc, les sommes nécessaires vont être prélevées à même du fonds de prévoyance où il pourra y avoir une cotisation spéciale au fonds de prévoyance si les fonds accumulés ne sont pas suffisants pour la dépense. Les contributions au fonds de prévoyance vont être prévues dans vos charges communes. Donc, un montant de vos charges communes qui est affecté au fonds de prévoyance et au fonds d'auto-assurance, on va le voir tantôt, et c'est le conseil d'administration ou le gestionnaire, là, selon les instructions reçues, qui va faire le transfert des fonds reçus en proportion dans chacun des fonds euh, propriés. Donc, contribution aux frais communs, chaque copropriétaire doit payer sa quote-part des charges communes. Cette quote-part-là, elle est prévue dans la déclaration de copropriété. Dans la déclaration de copropriété, dans la partie constitutif, vous avez un tableau, généralement c'est l'article 25. Vous avez un tableau qui prévoit pour chaque numéro de lot, donc pour chaque unité, la valeur relative de la fraction dans la copropriété. Donc, votre droit de propriété représente quel pourcentage? Vous allez avoir la part des dépenses, donc combien vous payez de dépenses sur le budget, et vous allez avoir le nombre de voix que vous représentez à l'Assemblée des copropriétaires. Les charges communes, quand vous recevez un avis de cotisation, on vous dit, ben voici le montant de ta cotisation annuelle. Généralement, c'est payable en 12 versements mensuels, excusez-moi. Dans certaines copropriétés, c'est des versements trimestriels. Dans certaines copropriétés, c'est 2 fois par année. Donc, regardez votre déclaration, ce qu'elle prévoit, et ces conditions-là vont être dans la partie règlement de l'immeuble. Mais généralement, on a des mensualités payables, 12 versements là, par année. Généralement, on a aussi des modes de prélèvement automatique qui sont prévus là, de plus en plus afin de ne pas transiger des effets bancaires, là, euh, moins de manipulation pour le conseil d'administration et pour le gestionnaire. Donc, comme je vous le disais tantôt, les charges communes, c'est pas inclus dans le montant de l'hypothèque, c'est pas inclus dans le montant de vos taxes foncières non plus. C'est vraiment quelque chose à part qui est payable au syndicat de copropriété dont vous êtes propriétaire en raison d'un pourcentage. Leur exigibilité et leur paiement découlent d'un processus décisionnel bien précis. Je vous l'explique en gros, et ça fait l'objet d'une formation de 2 heures, là. C'est le conseil d'administration qui va préparer un budget prévisionnel en vue de l'Assemblée générale annuelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde, mais c'est quoi nos dépenses, puis ça va être quoi le coût des contrats pour le prochain exercice financier. Par exemple, le déneigement cette année a coûté 20 000 l'année prochaine, il nous dit que ça va nous coûter 24. Donc, je vais prévoir 24 000, je vais prévoir les coûts d'électricité, alors tous les coûts, toutes les dépenses. Je vais préparer un budget prévisionnel que je vais présenter à l'Assemblée des copropriétaires, à l'Assemblée générale annuelle, que je vais présenter pour consultation.
Qu'est-ce que c'est une consultation? C'est que je présente le budget que j'ai préparé en tant que conseil, je prends vos questions, je réponds aux questions autant que possible, ou le comptable, des fois, peut répondre aux questions. Mais une fois que j'ai, en tant que conseil, répondu aux questions, la consultation, elle est terminée. Donc, il n'y a pas de vote des copropriétaires sur le budget, c'est vraiment de la compétence du conseil d'administration. Et une fois que l'Assemblée se finit, le nouveau conseil d'administration qui vient d'être élu se réunit dans son bureau le même soir, le lendemain, quelques jours après, peu importe, et va adopter le budget qui a été présenté avec ou sans modification. Parce que dans le cadre de la consultation, j'ai pu recevoir certains commentaires ou propositions de copropriétaires qui sont bonnes ou moins bonnes, et je pourrais, en tant que conseil d'administration, en tenir compte ou mais ultimement, deux choses qu'il va falloir démontrer au tribunal lorsqu'il y a une contestation des charges communes du budget, c'est qu'il y a eu consultation de l'Assemblée et qu'il y a eu adoption du budget prévisionnel par le conseil d'administration. C'est vraiment un processus bien précis et c'est d'ordre public. La Cour d'appel s'est prononcée à plusieurs reprises sur ce processus-là. Et si j'ai pas suivi ça, ben, je pourrais pas, en tant que syndicat, prendre une hypothèque légale sur le copropriétaire qui est en défaut. Donc, c'est très important pour les conseils d'administration de suivre vraiment le processus pour être en mesure d'exercer les droits au nom de la collectivité contre le copropriétaire ou la copropriétaire qui omet de payer ses charges ou qui les paye en retard, etc. Qu'est-ce qui influence les coûts des charges communes? Bien évidemment, ça dépend de la région où se situe l'immeuble, de l'année de construction, des services qui sont offerts dans l'immeuble. Quand vous avez des immeubles qui incluent, par exemple, des bars à whisky, des bars à vin, des salles de bridge, la piscine, gymnase, l'atrium de spa, le terrain de pickleball, ben, nécessairement, ça va coûter plus cher qu'une copropriété où je n'ai que des corridors, un ascenseur et des unités. Petite information comme ça, en 2023, le coût moyen des frais de condo variait entre 1 et 3 de la valeur de la propriété. L'autre fonds, ben, je vous en parlais tantôt, le fonds de prévoyance, le fonds d'auto-assurance. Le fonds de prévoyance, comme je vous l'ai dit, ça sert à accumuler les sommes nécessaires pour le coût des réparations majeures et des travaux de remplacement des parties communes et parties communes à usage restreint. Je ne veux pas vous mélanger là-dessus, mais je veux juste vous dire deux mots. Il est possible, dans certaines déclarations de copropriété, il est possible qu'il y ait une clause qui prévoit que les réparations majeures et les travaux de remplacement des parties communes à usage restreint peuvent faire l'objet d'une cotisation spéciale auprès des copropriétaires qu'on va appeler usagers, tiens, qui ont un droit d'usage de ces parties-là. Donc, ces gens-là, ces copropriétaires-là qui, par exemple, il y a une cotisation spéciale pour les espaces de stationnement, ben, ces gens-là vont payer plus parce qu'ils ont un droit d'usage et de jouissance des espaces de stationnement que certains autres copropriétaires n'ont pas. Mais il faut vraiment qu'il y ait une clause à cet effet-là dans la déclaration. À défaut, toutes les dépenses pour les réparations majeures et le remplacement de parties communes et celles à usage restreint est payée par la totalité des copropriétaires à même le fonds de prévoyance. Depuis 4 ans, 15 avril 2022, le syndicat doit constituer un fonds d'auto-assurance. C'est un fonds qui est dédié uniquement au paiement des franchises d'assurance en cas de sinistre ou au paiement des travaux, là, si possible. Ça réduit ainsi les coûts imprévus qui sont liés au sinistre. Le montant du fonds d'auto-assurance correspond au montant de la plus haute franchise d'assurance du syndicat, exclusion faite de la franchise pour tremblement de terre. Donc, ça correspond souvent à la franchise pour dégâts d'eau, c'est souvent celle qui est la plus haute. Puis, il est constitué sur une période de 2 ans, c'est-à-dire qu'en 2022, on avait 2 ans pour le constituer, 50% par année, mais il est également renfloué comme ça. C'est-à-dire que si cette année, j'ai un fonds d'auto-assurance de 50 000 et que j'en prends 25 000, ben, je devrais remettre 25 000. Si j'en prends 30 000, je devrais
l'amener à 25 000 la première année, puis mettre l'excédent pour arriver à 50 000 l'année d'après. Et là, on arrive évidemment, vous vous dites, ben, garde, ça m'a de l'air correct, mon coup de cœur demeure et je suis à l'aise avec les restrictions prévues dans la déclaration. C'est quoi, faut que je regarde? Donc, les documents essentiels que vous devriez consulter avant d'acheter, déclaration de copropriété et ses actes modificatifs. Donc, ça se peut, si vous achetez une copropriété qui n'est pas neuve, que la déclaration de copropriété initiale ait été modifiée par des actes d'amendement. La déclaration de copropriété, il faut comprendre, c'est un contrat notarié en passant, c'est fait par un notaire. C'est un contrat qui va lier tous les copropriétaires et les occupants de l'immeuble. Donc, c'est une Bible. Et pour changer un contrat, bien évidemment, ça va prendre l'Assemblée des copropriétaires. Le syndicat, la copropriété, elle est officiellement créée lorsque la déclaration de copropriété est publiée au Bureau de la publicité des droits. Donc, aussitôt que le notaire dépose son acte notarié, la déclaration de copropriété au Bureau de la pub, qu'on appelle, et qu'un numéro de publication lui est donné, le syndicat est créé à partir de là. C'est sa date de création. Ça ne veut pas dire qu'il est encore fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il est peut-être encore immatriculé au registre des entreprises, mais il est créé à cette date-là et les droits et les obligations des organes naissent à cette date-là. Notez que quand on constitue un syndicat initialement, ben, qui est propriétaire? C'est le promoteur. Souvent, ça va être lui qui va être administrateur provisoire parce qu'il a 100% des parts dans son propre patrimoine. Au fur et à mesure qu'il va faire ses ventes, ben là, il va s'ajouter des copropriétaires, puis ultimement, lorsque 50% des unités seront vendues, ben, on va convoquer une assemblée de transition qu'on appelle pour faire élire un conseil d'administration formé de copropriétaires et le promoteur va perdre son rôle au sein du conseil. Donc, c'est ça. Au moment où on publie la déclaration de copropriété au Bureau de la publicité des droits, la collectivité des copropriétaires forme une personne morale qu'on appelle syndicat et qui a la charge d'administrer et de gérer l'immeuble. Comprenez que le syndicat est une personne morale distincte de ses membres. Donc, personne morale qui a une personnalité juridique, qui a son propre nom, qui exerce ses propres droits civils en son nom et qui peut subir des dommages qui sont distincts, évidemment, de ceux que peuvent subir les copropriétaires. Les sections de la déclaration de copropriété. Première section, je vous l'ai dit, l'acte constitutif. Le constitutif, c'est là que vous allez retrouver les grandes règles, là, les plus grandes règles, tiens, je dirais ça comme ça. Ça définit les parties privatives, les parties communes de la copropriété. Ça précise leur destination. Ça prévoit les bornes. Donc, c'est quoi la borne supérieure et inférieure, les limites, là, physiques de votre unité? Est-ce que ça inclut les planchers, les recouvrements de plancher? Est-ce que ça inclut le gyps ou pas? Est-ce que ça inclut les colombages ou non? Donc, tout ça va être dans les bornes et limites des parties privatives et des parties communes. Dans la section constitutive, vous allez avoir également les attributions des droits d'usage et de jouissance dans les parties communes, donc les parties communes à usage restreint dont on parlait tantôt. On va y retrouver le fameux tableau dont je vous ai parlé qui va indiquer la valeur relative de chaque fraction, le pourcentage de droits de propriété détenu par chaque fraction dans l'immeuble, le quote-part des dépenses et le pourcentage des droits de vote. Et on va retrouver dans cette section-là les compétences, attributions et devoirs des deux organes, donc le CA et l'Assemblée des copropriétaires. Toujours dans la section constitutif, vous allez avoir ou pas les clauses pénales, notamment. Vous allez avoir ce qu'on appelle une clause compromissoire, c'est-à-dire une clause de résolution des conflits comme la médiation et l'arbitrage obligatoire. Si vous avez une clause comme ça, dans la déclaration de copropriété, les recours juridiques qu'un copropriétaire ou le syndicat va prendre devront obligatoirement suivre la clause compromissoire, ce qui enlève le recours aux tribunaux traditionnels, sauf pour certaines exceptions comme les petites créances et les injonctions.
Je ne rentrerai pas dans le détail de ça aujourd'hui. Là, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler ou à aller voir le site du Centre de médiation et d'arbitrage du Québec, c'est bien expliqué. Alors, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le règlement de l'immeuble et la troisième partie est l'état descriptif des fractions. Je vais y aller rapidement sur l'état descriptif des fractions parce qu'essentiellement, ce que c'est, ça identifie le numéro de lot de chacune des unités de l'immeuble et des parties communes, autant en lettres qu'en chiffres. Donc, c'est pas de grand intérêt, mais sachez que quand on modifie, par exemple, une déclaration de copropriété pour ajouter une fraction, pour ajouter des nouvelles fractions ou peu importe, pour en jumeler certaines, ben, il va falloir aller modifier le tableau qui est dans l'acte constitutif, mais il va falloir aussi aller modifier l'état descriptif des fractions. La deuxième partie, c'est le règlement de l'immeuble. Règlement de l'immeuble, ben, c'est les règles qui découlent de celles qui sont dans la partie en constitutif. Donc, ça définit les règles de vie, les conditions de jouissance et d'usage des parties privatives communes et communes à usage restreint. Le règlement de l'immeuble doit se trouver au registre de la copropriété, puis toutes ces modifications aussi, parce que bien souvent, c'est la partie de la déclaration qui est le plus souvent appelée à évoluer. On adopte les règlements en assemblée presque chaque année pour s'ajuster. Donc, c'est dans le règlement de l'immeuble que vous allez avoir la composition du conseil d'administration, son mode de fonctionnement, combien de fois ils se réunissent, de quelle façon, etc., les convocations, de même que celui de l'Assemblée des copropriétaires. Donc, même chose, si vous voulez savoir, ben, on doit m'aviser combien de temps avant pour une assemblée, qu'est-ce qu'on doit m'envoyer, comment ça se passe si je veux me présenter, l'élection et tout, ben, c'est dans le règlement de l'immeuble. Dans le règlement d'immeuble, vous allez avoir également la procédure de cotisation et de paiement des charges. Et c'est là que vous allez retrouver toutes les clauses d'intérêt, par exemple, sur les charges ou sur les arrérages ou sur des montants impayés. Vous allez avoir aussi dans cette section-là souvent ce qu'on appelle une clause de déchéance du bénéfice du terme. Donc, quelqu'un qui ne paye pas ses charges à temps perd le bénéfice de pouvoir payer en 12 versements, par exemple. Et à ce moment-là, lorsqu'on t'avise que tu es en défaut, le total de ta cotisation de l'année devient dû. Ça, vous allez retrouver ça dans la partie règlement d'immeuble. Faire attention, un règlement d'immeuble n'équivaut pas à un règlement de gestion. Un règlement de gestion, c'est un règlement que le conseil d'administration et non l'Assemblée. Donc, le conseil d'administration va adopter. Pour l'usage, par exemple, de la piscine, tiens, les heures de piscine, qui va à la piscine, qu'est-ce qu'on a le droit d'amener, combien d'éviter. Donc, c'est des règlements euh, de troisième catégorie. Tiens, on va dire ça comme ça pour se comprendre. Ces règlements-là vont être valides à partir du moment où le conseil les adopte, mais pour demeurer valides, ils doivent être ratifiés par l'Assemblée des copropriétaires lors de l'Assemblée générale annuelle suivante. À défaut, ces règlements-là deviennent caducs. Donc, c'est vraiment des règlements de gestion, et notez le mot gestion, là, c'est pas des règlements pour la jouissance des parties communes ou des parties privatives, c'est vraiment plus de la routine quotidienne que j'appelle. Donc, les faits descriptifs des fractions, ben, je vous ai dit qu'est-ce que c'est. Pour évaluer la santé financière et les assurances que vous devez regarder, bien évidemment, très important, demandez à voir les états financiers, demandez de voir le budget prévisionnel, regardez s'il y a des arrérages de charges. Les états financiers annuels vont vous permettre d'analyser la santé économique du syndicat de manière précise et détaillée. Le budget, ben, il va vous montrer c'est quoi les dépenses dans cette copropriété-là, donc anticiper les dépenses et les recettes de l'exercice financier à venir. Puis vous avez toujours le comparatif avec l'année d'avant pour une gestion efficace de l'immeuble. Comme je vous l'ai dit tantôt, il est préparé par le conseil, soumis à l'Assemblée des copropriétaires pour consultation et ensuite officiellement adopté par le conseil d'administration, qui, une fois adopté, va vous transmettre les avis de cotisation et là, vos charges communes seront dues. La vérification et le suivi des arrérages des charges communes sont cruciaux pour assurer la stabilité financière de la copropriété, mais c'est également important d'avoir ça comme information en tant qu'acheteur. Parce que si j'achète quelque part où il y a beaucoup d'arrérages, beaucoup de charges impayées, bien nécessairement, à un moment donné, il va y avoir une cotisation spéciale des autres copropriétaires pour combler le manque à gagner de ceux
celui, celle ou ceux qui ne payent pas. Alors, il n'y a pas de magie, là. Il y a un budget qui est divisé par le 12, par le nombre de codes-parts, puis chacun doit payer sa part pour arriver au montant du budget. Si quelqu'un ne paye pas, j'ai un trou dans mon budget. Et ce trou-là, ben, il faut le combler quelque part parce que j'ai des factures à payer, j'ai monté mon budget en fonction des factures à venir. Fait que nécessairement, quand je vois des gros arrérages de change, je dois me questionner ou à tout le moins prévoir qu'il est possible qu'il y aura une cotisation spéciale pour renflouer ce manque à gagner jusqu'à temps, bien évidemment, que le syndicat prenne des procédures qu'il obtienne une décision là, contre le copropriétaire en défaut. Notez que ben, les arrérages, c'est ça, portent généralement intérêt, peuvent donner lieu à l'imposition de pénalités, puis qu'il y a d'échéance du bénéfice du terme. On peut, en plus des intérêts, vous charger, si c'est prévu à la déclaration dans la partie acte constitutif, des pénalités. Euh, Déclaration de copropriété qui prévoit également que les honoraires professionnels encourus par le syndicat pour prendre des procédures contre un copropriétaire en défaut sont aux frais du copropriétaire. Donc, tout ça s'ajoute à votre dette, à vos arrérages. Notez, bien important, que le copropriétaire qui est en défaut de payer sa contribution aux charges, totalement ou partiellement, depuis plus de 3 mois, perd son droit de vote. Il a le droit d'être convoqué, il a le droit de participer à l'Assemblée, mais il ne pourra pas voter. Troisième chose qu'on regarde absolument avant de mettre sa signature au bas d'une promesse d'achat, c'est le fonds de prévoyance, l'étude du fonds de prévoyance, le fonds d'auto-assurance et le carnet d'entretien. Allez regarder les montants qui sont là-dedans, voir est-ce qu'on peut s'attendre à une cotisation spéciale ou pas. Le fonds de prévoyance, je vois le temps avancer, donc je vais y aller rapidement. Je vous l'ai dit, ça sert à couvrir le coût des réparations majeures, travaux de remplacement des parties communes, incluant sauf exception, une clause d'exception, celle des parties communes à usage restreint, avec un calendrier planifié des travaux qu'on appelle une étude du fonds de prévoyance, qui est obligatoire depuis le 14 août dernier. L'étude du fonds de prévoyance, c'est pour les travaux à venir et sur les équipements communs. Donc, ça prévoit sur une période de 25 à 30 ans les travaux de remplacement des différentes composantes et équipements communs, donc les toitures, les fenêtres, les balcons, les ascenseurs, les revêtements extérieurs, portes de garage, tous les équipements mécaniques de ventilation, etc. Ça rentre là-dedans. L'étude du fonds de prévoyance, le règlement qui est entré en vigueur le 14 août dernier prévoit qu'elle doit être faite par des professionnels désignés, c'est-à-dire ingénieurs, architectes, évaluateurs agréés et ou technologues professionnels qui doivent être membres en règle de leur ordre professionnel. Le fonds d'auto-assurance, on en a parlé, ça sert à payer la franchise d'assurance du syndicat en cas de sinistre. Et le carnet d'entretien, qui est également obligatoire depuis le 14 août dernier, ça prévoit la planification régulière des travaux d'entretien et de maintenance des équipements et des composantes communes. Donc, l'étude du fonds de prévoyance pour les travaux majeurs remplacement, surtout remplacement. Le carnet d'entretien, c'est mon quotidien. C'est quoi l'entretien que j'ai à faire sur mes équipements, sur mes composantes du bâtiment pour les garder le plus longtemps possible pour pas que j'ai à les changer de manière prématurée. Finalement, autre document qui est également nouveau, l'attestation sur l'état de la copropriété, la preuve d'assurance du syndicat, certificat de localisation, ça peut être très bon à voir, les plans et l'étude du fonds de prévoyance. Un syndicat doit s'assurer, alors le syndicat a l'intérêt assurable pour la totalité de l'immeuble, incluant les parties privatives, c'est-à-dire incluant les unités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un sinistre dans une unité, c'est le syndicat qui prend en charge la gestion du sinistre et les travaux de remise en état. Donc, le syndicat doit s'assurer tout risque, feu, vol, vandalisme, l'assurance de biens, bris de machines, véhicules, etc. Il doit assurer sa responsabilité civile. Hein. Si quelqu'un se blesse, par exemple, dans la copropriété, sur le terrain de copropriété, il doit assurer la responsabilité civile de ses administrateurs, des officiers de l'Assemblée, donc le président, secrétaire d'Assemblée, et de son gestionnaire, entre autres. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une police parapluie là, qui couvre tous les risques. Le syndicat doit faire réaliser une étude de la valeur assurable de l'immeuble
afin de s'assurer évidemment que le montant d'assurance correspond à ce qui est nécessaire pour reconstruire l'immeuble. Parce qu'on ne veut pas se retrouver évidemment dans un cas d'un événement majeur où les fonds ne sont pas suffisants pour reconstruire et où des cotisations vont être requises auprès des copropriétaires pour pouvoir reconstruire l'immeuble avec les recours qui risquent de s'ensuivre par chacun des copropriétaires contre le syndicat pour avoir fait défaut de s'être assuré de manière suffisante. Le certificat de localisation, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça en fait celui des parties communes, on s'entend, et non de votre unité, là. Ça démontre l'emplacement de l'immeuble, du terrain, ça démontre les empiètements possibles, les limites, les bornes avec les mesures, et ça vous donne aussi l'historique cadastral. Alors, souvent, les avocats, quand un client va nous appeler puis va nous dire, ben, écoute, est-ce que telle chose est possible, pas possible? Ben, c'est un des syndicats, un des documents que je vais regarder en premier, certificat de localisation. Ce dont tu me parles, est-ce que je suis sur la partie commune? Est-ce que je suis dans les parties privatives ou je suis dans l'immeuble? Et ça va me donner vraiment des informations importantes. Je vous parlais de ce qui est rentré en vigueur le 14 août dernier. Vous en avez probablement entendu parler si vous êtes intéressé au condo. C'est la loi 16, le règlement d'application de la loi 16. Donc, pourquoi que le législateur a mis ça en vigueur? C'est vraiment pour une gestion plus transparente et responsable, pour renforcer la protection financière des copropriétaires. Ça va permettre d'améliorer la gouvernance des syndicats et la pérennité des immeubles. Parce que je vous l'ai dit, le syndicat doit faire une étude du fonds de prévoyance et mettre sur pied son carnet d'entretien. Euh, L'attestation de l'état de la copropriété, elle doit vous être remise dans un délai de 15 jours suivant la demande. C'est vraiment complet. Donc, ça fournit un portrait financier de l'immeuble, un portrait des travaux majeurs qui seront réalisés, un portrait des sinistres qu'il y a eu dans l'immeuble, portrait des assurances, des litiges en cours ou qui sont annoncés là, à prévoir de manière assez certaine. Ça dresse aussi un portrait des modifications qui ont été apportées à la déclaration de copropriété, tout ça au cours des 3 dernières années. Donc, c'est un document absolument important et à analyser avec les autres documents là, dont je vous ai parlé, évidemment. Donc, je termine en vous disant quelques mots sur les condos neufs. Condos neufs, évidemment, ben, les documents ne seront pas nécessairement les mêmes. Il va y avoir un contrat préliminaire avec le promoteur. Donc, le contrat préliminaire, c'est comme une offre d'achat. Et ce contrat préliminaire-là que vous signez avec le promoteur quand vous promettez d'acheter là, une unité sur plan, mais ça doit inclure des clauses essentielles telles le droit que vous puissiez vous dédire de votre promesse d'achat et le remboursement des acomptes que vous aurez fait. Vous devez également absolument obtenir ce qu'on appelle la note d'information. La note d'information va vous donner la liste des promoteurs, des constructeurs, des professionnels du projet, donc les ingénieurs, les architectes, etc., le notaire, tous ceux qui travaillent sur le projet. Vous allez avoir le plan de l'ensemble du projet, un résumé des travaux qui vont être à effectuer. Ça va inclure le budget prévisionnel des charges communes pour l'année en cours, une copie de la déclaration de copropriété et du règlement d'immeuble. Souvent, c'est un résumé, là, parce que la déclaration n'est pas toujours publiée au moment où elle n'est pas toujours prête au moment où l'on signe le contrat préliminaire. Assurez-vous que votre immeuble est couvert par un plan de garantie, que ce soit le plan obligatoire de la GCR, garantie de construction résidentielle, ou par des plans privés. Vérifiez le mécanisme de réclamation, la protection des acomptes, super important. Donc, informez-vous sur le contenu du plan et les protections qu'offre le plan de garantie qui est accrédité sur l'immeuble que vous vous projetez d'acheter. Prévention et consultation. Alors, j'en ai sauté un, c'est ça. Copropriété indivise. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour la copropriété divise. Copropriété indivise, c'est quoi? Mais copropriété indivise, j'ai pas une répartition partie privative, partie commune. Donc, il n'y a personne qui est propriétaire d'une partie privative. Tout le monde est propriétaire de tout. Alors, quand j'achète une part dans une copropriété individuelle, je suis 100% propriétaire avec tous les autres propriétaires de toutes les unités et des parties communes.
Fait que ce qu'on me donne, c'est l'usage d'une partie de l'immeuble, d'une unité, et non un droit de propriété dans l'unité. Donc, toutes les relations, les droits, les obligations des indivisaires sont prévus et régis par un contrat qui s'appelle Convention d'indivision. C'est vraiment ce contrat-là qui va prévoir là, toutes les relations, qui paye quoi, comment on partage les charges, etc., entre les indivisaires. C'est leur contrat. Les copropriétaires vont partager les frais d'acquisition de l'immeuble et les frais d'exploitation de l'immeuble. La copropriété indivise, contrairement à ce qu'on a vu tantôt, elle est identifiée par un seul numéro de cadastre pour la totalité. Donc, immeuble et terrain, c'est un seul numéro. Donc, il va y avoir un seul compte de taxes démis par la ville qui est payable par tous les indivisaires selon les proportions qui vont être prévues au contrat. Outre ce qui est prévu au contrat, ce sont les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer, incluant les dispositions du Code civil du Québec en matière d'interprétation des contrats, quand c'est pas clair. Une fois que vous avez fait tout ça, ben, le seul conseil qui me reste à vous donner, moi, je suis une fervente de la prévention, là. Si, malheureusement, c'est sûr que dans nos cabinets, ce qu'on voit, c'est des codes d'horreur souvent, mais je me dis, ça aurait coûté une consultation d'une heure avec un professionnel du droit de la copropriété et tout ça aurait pu être évité. Donc, il n'y a jamais une heure ou deux de consultation préalable qui est mal investie. Ça vaut la peine, ça peut vous éviter des horaires là, hyper importants par la suite. Alors, vraiment, là, je vous invite à consulter un avocat ou un notaire spécialisé en copropriété en amont, avant de mettre votre griffe sur le contrat, malgré votre coup de cœur, là, allez partager votre coup de cœur avec votre avocat ou votre notaire spécialisé pour éviter des problématiques des juridiques futures. Vous vous assurez d'une tranquillité et d'une paix d'esprit. Conclusion, bien s'informer pour l'achat d'un condo éclairé, donc connaître les règles applicables en copropriété crucial, vous l'avez vu, pour un achat réussi. En copropriété, on est chez soi, mais dans un environnement collectif. Les règles sont établies pour le bien-être, non pas de chaque individu, mais de la collectivité. Donc, quand mon coup de cœur là, me hante, là, il faut que je me demande, OK, mais attends, la réglementation en vigueur, est-ce qu'elle convient à mon style de vie, à mes besoins, à mes valeurs, à ce que je suis? Je vous l'ai dit, c'est une société à l'échelle réduite et ça fonctionne à peu près de la même façon. Il faut être conscient des obligations et des responsabilités qui vont nous incomber, incluant le paiement des charges communes, et ça permet d'éviter les surprises financières et d'assurer un bon fonctionnement collectif. Une préparation minutieuse avec un professionnel du droit de la copropriété, avocat ou notaire, on est à peu près, je vous dirais, entre 20 et 30 à peu près au Québec, là, euh, qui travaillons dans ce domaine. Donc, ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un de spécialisé et une évaluation des documents de la copropriété avec votre professionnel vont vous garantir un investissement sûr et une vie agréable dans votre futur chez vous. Ça termine ma présentation. Donc, merci beaucoup, Mekaneta. C'était super intéressant. On a quelques questions, donc j'en ai noté environ le 8. Peut-être que ça va venir là, avec le temps également. La première question, ce serait quels sont les recours si un propriétaire de condo ne paye pas ses frais de condo depuis plusieurs années? Ben, alors, comme je vous disais, premièrement, on va aller regarder dans la déclaration de copropriété, est-ce qu'il existe ou pas une clause compromissoire? Est-ce que je suis assujettie à de la médiation et de l'arbitrage obligatoire? Ben, si c'est oui, je vais devoir passer par un médiateur et un arbitre. Sinon, je passe par les tribunaux. En matière de défaut de paiement des charges, ça commence par une mise en demeure, évidemment, des rappels gentils. Après ça, une mise en demeure au bout de 30 jours. Et après ça, deux choses, deux recours. Il y a des recours civils qui peuvent s'exercer, donc un recours directement devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment du montant, ou des recours hypothécaires, c'est-à-dire qu'on va aller inscrire une hypothèque du syndicat des copropriétaires contre l'unité du copropriétaire en défaut et ultimement, au bout du processus hypothécaire, on peut même faire vendre l'unité pour
prendre en paiement le produit de la vente pour pouvoir acquitter les arrérages. Au Québec, la prescription, elle est de 3 ans, fait que ça peut pas faire plus que 3 ans que les charges sont dues. Donc, c'est important que les syndicats de copropriété se rappellent maximum 3 ans, fait qu'il faut que j'agisse bien avant pour être en mesure de prendre les recours pour pas que des montants soient prescrits et que je ne puisse plus les récupérer. Parfait. Une autre question, c'était par rapport à est-ce qu'une assurance couvre les dommages reliés à l'humidité des toilettes? Ben, en assurance, alors tantôt je vous disais, l'intérêt assurable, c'est le syndicat qui s'assure pour tout. Le copropriétaire, lui, doit s'assurer dans son unité. Pourquoi? Pour son contenu de l'unité, pour la responsabilité civile dans son unité, pour les améliorations qu'il va avoir apportées à son unité. Donc, tout ce qui dépasse les matériaux de base, c'est le copropriétaire, c'est son assureur. Alors, est-ce que l'humidité. Bon, je sais que les polices d'assurance, généralement, puis il faut regarder chaque police, là, exclut tout ce qui est moisissure, sport, etc. Donc, il faudrait regarder la police d'assurance, mais l'humidité causée par quoi? Un défaut d'une douche, d'un bain, c'est trop spécifique, là. Ça me prendrait plus d'informations que ça, là. OK. Sans problème. Par rapport, une personne posait une question si c'était quoi la responsabilité. Donc, c'est qui est responsable quand il y a une rue qui se trouve à l'intérieur du condo, donc j'imagine du complexe de condo, donc où on se gare. Donc, on se demandait est-ce que c'est la responsabilité de la copropriété ou de la municipalité pour la réparation? Ben, ça dépend. En fait, il va falloir analyser premièrement à qui appartient la rue. Est-ce que c'est une rue qui appartient à la ville ou c'est une rue qui a été rachetée par le syndicat de copropriété, souvent le syndicat de copropriété initial ou horizontal. Donc, il faudra analyser les déclarations de copropriété. Il faudra analyser est-ce que cette rue-là a été cédée à la ville ou au syndicat. Il faudra analyser également les servitudes. Donc, il y a des actes vraiment à analyser pour voir ben, qui en est responsable et après ça, déterminer la portée des responsabilités. Euh, Est-ce facile de changer des informations dans une déclaration de copropriété? Donc, un exemple, c'est les stationnements sont uniquement pour les usagers, mais on peut pas louer à un voisin. Ben, facile. C'est pas facile ou difficile. En fait, on propose hein, à l'Assemblée, puis l'Assemblée décide et dispose. Donc, à moins que ça contrevienne, à moins que la proposition de modification contrevienne à la destination de l'immeuble, auquel cas ça va prendre des majorités accrues, ben, on peut toujours proposer quelque chose à l'Assemblée, expliquer le pourquoi, on explique ça. Et après ça, l'Assemblée va voter, puis si elle vote en faveur, la modification se fait. Puis, si le vote n'atteint pas la majorité requise, ben, la proposition est battue. Donc, c'est difficile de tracer une règle générale. C'est-tu facile, pas facile? Ça dépend des compromis. Ça dépend surtout de la proposition. Parfait. Euh, je vais vous lire une question qui est assez longue. Dans ma tête, à moi, c'est pour changer un peu la destination de la copropriété pour qu'elle devienne de commercial à résidentiel. Mais je vais vous lire parce que, vu que c'est pas mon champ de pratique, là, peut-être que j'ai mal saisi la question. Donc, je vous lis les éléments qui me sont mentionnés. Nous sommes deux unités de condo divises en copropriété. Notre cas est très différent que tous les cas qui ont été discutés jusqu'à là. Nous avons été enregistrés en tant qu'un immeuble commercial dans notre déclaration de propriété qui a été fait un nombre d'années avant que nous avons acheté, j'imagine. Euh, nous payons alors des frais commerciaux pour notre syndicat dans nos assurances. Nous essayons de changer notre statut légal. Cela est très difficile et demande beaucoup d'étapes. Avez-vous des conseils dans notre cas? Elle précise par la suite, les assurances nous disent que nous sommes en obligation de payer un montant commercial vu que nous avons été classifiés comme ça, mais il paraît que c'est
les assureurs qui prennent cette décision et non pas vraiment la loi. Ben, j'ai pas leur déclaration de copropriété. Faudrait voir vraiment la déclaration. Il faudrait vérifier aussi avec la ville, hein, pourquoi ça a été classé comme ça. Il y a peut-être des raisons que la ville demandait ça au niveau de l'implantation, etc. Donc, c'est des vérifications qu'il faut faire au début. Euh, Après, bon, les assureurs ont leurs exigences, puis je dois vous dire, il y a pas beaucoup d'assureurs sur le marché en copropriété, donc on est un peu assujetti là, à leurs exigences. Il faudrait vérifier avec un courtier qu'est-ce qui peut être fait, mais avant de dire on est deux puis on veut changer l'affectation, la destination de l'immeuble, ce qui se fait, si les deux sont d'accord, pour voir avec la ville si c'était pas une exigence préalable, parce que si la ville ne change pas de son côté, vous autorise pas à le faire, vous ne pourrez pas plus le faire par les copropriétaires, là. Ben oui, je comprends tout à fait. Puis je me permets quand même de préciser, là, parce que bon, je vous pose des questions, mais Canetta, puis vous êtes super bonne à répondre ou à donner des pistes, là, mais c'est très difficile, en fait, pour un professionnel de justement à brûle pour point, sans documentation, Mhm. sans être capable de poser ou demander des précisions, de donner une réponse très claire, élaborée. Donc, c'est sûr que là, on essaye de vous donner des pistes de solutions, mais c'est certain que dans certains cas, surtout quand c'est des questions très précises, corrigez-moi si je me trompe, mais Canetta, mais des fois, ça vaut mieux une consultation là, pour être certain de la réponse, là. Ben, tout à fait, Maître Aurélie Patry, c'est pas une consultation juridique que je donne, là. C'est vraiment de façon générale parce que ce sont quand même des questions très spécifiques qui requièrent la consultation de documents. Parfait. Donc, sentez-vous à l'aise, là. Je vous pose quand même les questions en toute transparence parce qu'on me les pose, mais sentez-vous à l'aise, là, par la suite. Euh, une autre question, c'est donc par rapport au règlement de gestion. Donc, ce que je comprenais, c'est qu'il y avait une déclaration de copropriété qui disait, par exemple, ah, les barbecues, on peut les utiliser, mais qu'il voudrait limiter l'usage dans le règlement de gestion. Est-ce possible? Et est-ce que le règlement de gestion doit être ratifié par l'Assemblée? Alors, l'interdiction ou l'autorisation de l'utilisation des barbecues va être dans la partie soit constitutif au règlement de l'immeuble dans les conditions d'utilisation des parties communes à usage restreint, parce que souvent, ils sont sur les balcons. Euh, un règlement de gestion adopté par le conseil relativement au barbecue, tout ce que je verrais, honnêtement, c'est peut-être réglementer les heures d'utilisation ou peut-être la distance minimale à laquelle le barbecue doit se trouver des vitres, des portes patio. Puis encore là, je pense que la distance minimale serait plutôt dans le règlement, là, parce que c'est une question de conséquences sur l'immeuble. Donc, mais mettons que le règlement de gestion que le conseil adopte est sur les heures d'utilisation du barbecue, ce règlement-là est en vigueur, mais il devra être ratifié par l'Assemblée des copropriétaires à l'Assemblée générale annuelle suivante. Si les copropriétaires ne le ratifient pas ou si le conseil ne le présente pas pour ratification, il devient caduc. Fait qu'il aurait été en vigueur pendant X temps jusqu'à l'Assemblée, mais au moment de l'Assemblée, s'il n'est pas ratifié, ben, il devient caduc. Parfait. Quels sont mes recours si le syndicat ne suit pas la déclaration? Ben, c'est certainement de leur en faire part, ultimement, si ça persiste, d'envoyer une mise en demeure et après ça, encore une fois, il faudrait regarder la déclaration. S'il y a une clause de médiation et d'arbitrage obligatoire, vous devez suivre la clause de médiation et d'arbitrage. Donc, on va vous, plus souvent qu'autrement, vous allez envoyer un avis de médiation. Vous allez vous rencontrer avec un médiateur pour tenter de résoudre la situation. Et si ça fonctionne pas, ben là, c'est un avis d'arbitrage et on procède devant un arbitre au lieu d'un juge. Euh, mais c'est d'obtenir une ordonnance pour que, un ordre, en fait, pour que le conseil se conforme. Là, c'est devoirs et obligations. Il y a également toute la question que
Si je suis pas satisfait du conseil d'administration du travail qu'il fait, mais le conseil d'administration est remplacé. Il y a une élection, hein, à l'Assemblée générale annuelle, donc je peux toujours voter pour d'autres administrateurs, mais encore là, on vit dans une démocratie, puis ça se peut que mon mécontentement vis-à-vis de ce que fait le conseil actuel ne soit pas partagé par tous les autres copropriétaires. Parfait. Parfait. Une autre question, est-il préférable d'être en indivision quand on est dans un ancien duplex ou triplex plutôt que de subir la lourdeur et les coûts liés à la nouvelle réglementation de la copropriété divise? Ben, je veux pas rentrer dans tous les détails de la copropriété indivise, puis chacun y trouve son bénéfice, mais la copropriété indivise, puis vous pourrez consulter, a quand même certaines exigences là, au niveau des hypothèques, etc., les droits de préemption et tout. Donc, il y a vraiment des conditions et des exigences qui font en sorte que certains copropriétaires ne sont pas intéressés par ça. Donc, c'est vraiment un choix personnel, mais c'est sûr contractuellement parlant, c'est peut-être moins lourd ou ça paraît moins lourd. Mais par contre, quand on s'entend pas, on n'a pas grand-chose parce que bien souvent, les conventions d'indivision, c'est pas hyper détaillé. Donc, chacun des deux modes de propriété a ses avantages et ses inconvénients, puis il faudrait vraiment les connaître, puis après ça, se dire, ben, qu'est-ce que moi me convient, là? Parfait. Euh, Comment forcer les membres du CA à se conformer aux obligations de la loi 16 lorsqu'ils refusent et qu'ils agissent dans leur intérêt plutôt que dans ceux des copropriétaires? Ça ressemble un peu à la question C'est qu'on la a. même question que je viens de répondre. Ouais, C'est tout à fait la même réponse. parfait. Euh, Mais si vous me permettez, Nathalie, ouais. je pense que c'est important de ne pas partir en guerre tout de suite. Alors, on s'aperçoit souvent, quand je rencontre des conseils d'administration, souvent le constat que je fais, c'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est pas qu'ils veulent contrevenir, ils le savaient pas ou n'avaient pas compris l'importance de devoir le faire maintenant et les conséquences de ne pas le faire. Donc, je pense que dans une copropriété, si on veut garder une certaine harmonie, ben, c'est d'approcher le conseil de façon respectueuse en disant, écoute, il y a telle loi, il y a tel règlement qui est entré en vigueur. Chez nous, c'est pas appliqué. Ça serait important, c'est notre bien à tous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le conseil d'administration, c'est d'abord et avant tout les copropriétaires eux-mêmes. Donc, eux-mêmes payent des charges, eux-mêmes vont subir une perte de valeur de l'unité et de l'immeuble. Donc, c'est nos pairs, c'est nos vis-à-vis. Donc, la première chose que je ferais, c'est de parler au conseil d'administration. Après ça, s'il y a vraiment une mauvaise volonté ou un refus intentionnel de se conformer aux lois, ben là, on revient au recours dont on a parlé tout à l'heure. Parfait. Il reste deux dernières questions, en fait, avant que la conférence se termine. Si le propriétaire paye le montant inscrit à l'hypothèque légale, exemple 3 000 $, l'hypothèque légale s'éteint pour ce montant. Est-ce que je peux exercer le recours hypothécaire sur cette hypothèque pour un solde additionnel qui n'a pas été inscrit et procéder avec ma demande en vente sous contrôle de justice? Alors, il faut comprendre que le recours hypothécaire se décline en trois étapes, mais quatre avec la mise en demeure, parce que ça prend une mise en demeure. Une fois que vous avez fait la mise en demeure, si le copropriétaire ne se conforme pas, on publie ce qu'on appelle un avis d'hypothèque légale. L'avis d'hypothèque légale va indiquer les montants qui sont dus en date de l'hypothèque légale, va indiquer les montants qui vont être échus au cours de l'exercice financier présent et va indiquer les montants qui vont être dus pour les deux prochains exercices financiers. Fait que la somme va être pas mal importante parce que ça prévoit comme les deux prochaines années. La deuxième étape d'un recours hypothécaire, si le copropriétaire, après la publication de l'avis d'hypothèque, ne remédie toujours pas, c'est ce qu'on appelle un préavis d'exercice. Certains d'entre vous vont connaître ça sous le nom de l'avis de 60 jours. Donc, le préavis d'exercice, ce qu'il fait, c'est qu'il dit au copropriétaire, voici ce que tu dois en date d'aujourd'hui, capital et intérêt. Tu as 60 jours pour me payer ou pour délaisser ton unité. À défaut, je vais prendre un recours. Donc, soit le copropriétaire en défaut, soit son créancier hypothécaire, parce que ça arrive que leur créancier hypothécaire va dire hey, moi, je ne perdrai pas le condo, je vais payer à la place de mon débiteur, puis je vais ajouter ça à l'hypothèque, va régler la dette.
Si au bout de 60 jours, il n'y a pas de paiement puis il n'y a pas délaissé l'unité, le syndicat va devoir prendre ce qu'on appelle un recours, donc une procédure judiciaire en vente sous contrôle de justice ou peu importe, là, il y a quatre types de ventes, mais c'est souvent une vente sous contrôle de justice et va demander l'autorisation à la Cour de faire vendre l'unité par un huissier et sera payé à même le montant. Alors, le copropriétaire qui paye ce qu'il doit au moment de la première étape, soit de l'avis d'hypothèque légale, bien, il va payer le montant qui est dû, plus intérêt capital, plus le montant que le syndicat aura encouru en déboursé judiciaire pour l'avis d'hypothèque légale. Une fois qu'il paye ça, ben, le syndicat, il n'y a plus de recours, là. Ses charges sont à jour. Fait que je verrais mal comment un syndicat peut continuer un recours hypothécaire dont le paiement a satisfait la dette, là. Parfait. Est-il possible d'interdire au niveau de la déclaration de copropriété la location temporaire de type Airbnb? Absolument. Absolument. Tout à fait. D'ailleurs, la réglementation est cet effet-là et la plupart, absolument. Écoutez, la plupart des copropriétés maintenant interdisent la location en bas d'un an. Donc, vérifiez vos clauses de location, très, très important. Si votre but, c'est de faire de la location, premièrement, tout ce qui est location commerciale n'est pas permis en copropriété et tout ce qui est Airbnb est interdit. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut notre conférence aujourd'hui. On a répondu en fait à l'ensemble des questions. Merci beaucoup, Maître Canetta. C'était très Merci à vous. instructif et c'était très complet aussi. Merci de vous être prêté au jeu des questions et des réponses. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident, là. On n'est pas, on sait pas toujours les questions d'avance. Donc, au nom du Barreau de Montréal et ses 17 000 membres, je vous remercie pour votre collaboration. Je remercie à nouveau les bibliothèques L'Île Bizarre, Robert Bourassa, l'Octogone et Parc Extension. Merci également à vous pour votre participation. Donc, j'espère que vous avez, comme moi, apprécié la présentation, que vous avez connu un peu plus sur la copropriété. Nous vous donnons rendez-vous pour nos autres conférences qui auront lieu tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez notre site web visedroit.com où vous allez pouvoir avoir une idée de la programmation et des événements à venir. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci encore, Maître Canetta. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir à tous.